Très bien, ben merci. Bonjour à tous. Alors, ma présentation, il va y avoir 4 petites parties. 2 parties sur les médicaments. D'abord, le contexte du médicament, le choix du médicament. Après, les thérapies, le contexte des thérapies, le choix des thérapies. Et puis, une toute petite conclusion. Alors, je commence par le contexte des médicaments avec une confession, je n'aime pas les médicaments. Et je sais que je ne suis pas le seul, vous avez tous essayé de donner des médicaments à des enfants, ils n'aiment pas les médicaments. Et je suis sûr que parmi vous, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'aiment pas les médicaments. Et forcément, si j'en prescris, ça interagit avec ce que je suis. Et puis, il y a des collègues qui aiment les médicaments. Ils en consomment plein. Et donc là aussi, pour eux, ça va interférer avec leur façon de penser la prescription. Alors, j'aime pas les médicaments, mais en particulier, j'aime pas les psychotropes. J'ai pris une fois dans ma vie du Stinox pour un grand voyage en avion, ça m'a pas réussi et en dehors de ça, je ne prends jamais de psychotropes et je pense que pour moi, ça serait une violence. Et donc vous imaginez un peu la situation dans laquelle je suis, à être amené à en prescrire en permanence, alors que personnellement, c'est quelque chose qui m'insupporte considérablement. Alors, non seulement je ne supporte pas les psychotropes, mais je bois du vin tous les jours. Or, le vin est un psychotrope, c'est juste une évidence. Alors, pourquoi je ne supporterai pas l'idée de prendre un psychotrope alors que j'adore l'alcool? Et je pense que, en fait, c'est pas du tout anodin. C'est pas du tout anodin. Et d'ailleurs, je pense que les enfants sont comme moi. C'est-à-dire que l'alcool, le vin, fait partie de mon univers psychique, de mon intimité intérieure. Voilà. Il y a des plantes, ça fermente, etc. Il y a une culture, il y a l'Eucharistie, etc. Je suis bordelais à l'origine, donc il y a une résonance familiale. Et donc, voilà, l'alcool, c'est bien, alors que le médicament, c'est de la chimie. Et la chimie n'est pas soluble dans mon intimité psychique. Voilà. Et d'ailleurs, c'est curieux parce que je peux quand même prendre un antalgique. Mais alors, l'antalgique, c'est quand même un ressenti psychique, mais qui est en lien avec ma physicalité. Et donc, j'accepte que la chimie agisse sur mon corps, mais pas sur mon intimité psychique. Alors, bien sûr, ça va influencer la façon dont je prescris les médicaments, mais c'est surtout qu'il faut que je réalise qu'il y a des parents de patients qui sont comme moi, et qu'il y a des patients qui sont comme moi, ils n'aiment pas les médicaments. Et or, il m'arrive régulièrement d'avoir en face de moi un patient qui a une hyperactivité avec déficit de l'attention, qui est cliniquement très pertinente, qui handicape dans sa vie, il en est malheureux, etc. Et les parents refusent la prescription de méthylphénidate. Et ça m'énerve. Ça m'énerve et je ne devrais pas être énervé. Je devrais dire, en fait, ils sont comme moi. En fait, pour eux, c'est une violence de penser que on va prescrire de la chimie pour agir sur le comportement de leur enfant. Et donc, on voit la nécessité que le médecin a de se départir de sa vision issue des sciences naturelles avec lesquelles il est conditionné pendant tous ses apprentissages. Et puis, pareil avec les patients. J'ai eu récemment un petit garçon de 7 ans, hyperactif, etc. On discute de la prescription avec les parents et finalement on tombe d'accord en disant que oui, que ça serait utile. Donc je me tourne vers lui et je lui dis « Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es pour prendre ce médicament ?» Alors il réfléchit et il me dit non. Alors tout le monde est surpris et puis je lui dis « Mais pourquoi on pense que c'est bien ?» Et puis il y a quand même... Et il me dit, oui, mais si j'en prends, je ne serai plus le même. Voilà. Et donc j'ai eu la même réaction que vous. Donc bien sûr, je n'ai pas fait d'ordonnance et donc j'ai expliqué aux parents que c'était légitime, que effectivement, pour lui, le médicament aurait été une violence et que donc on va faire autrement. Donc ça, c'est le contexte du médicament. Ne pas croire, quand on est médecin, qu'un patient qui refuse un traitement, c'est un comportement irrationnel. Ça n'est pas nécessairement un comportement irrationnel, ça peut être totalement conforme avec sa façon de penser le monde, et ça c'est rationnel. Voilà. Et donc du coup, il faut travailler la prescription, il y a un travail psychologique qui doit accompagner la prescription. Alors après, choisir le médicament, une fois qu'on a pris le contexte.
Alors là, il faut avoir conscience que immédiatement, quand on pense le mot médicament, on pense le mot médecine. Et que la médecine formate la pensée. C'est que si je prends mon habit de médecin, alors je pense à des symptômes et des maladies. Et c'est juste évident, hein, un médicament est fait pour soigner des symptômes et des maladies, tout le monde est d'accord. Eh bien oui, mais c'est pas neutre en psychiatrie, c'est que ça oriente ma façon de conceptualiser la souffrance psychique de l'enfant en particulier, l'enfant qui est dans une société, qui est dans une famille, etc. Donc effectivement, c'est très compliqué, comme le disent les gens. Ben oui, mais dès qu'on pense médicament, on est conditionné à penser que c'est simple. Alors après, il y a le stade d'après, c'est que je dois prescrire un traitement qui a fait la preuve de son efficacité. C'est inscrit dans le Code de la santé publique. Et donc, et là aussi, le conditionnement joue, c'est que je dois, c'est à ça que sert le diagnostic de maladie, c'est que c'est à partir de la maladie que je vais pouvoir trouver le médicament qui a fait la preuve de son efficacité dans la maladie. Alors, on pourrait dire, en fait, tous les médecins font comme ça, et les psychiatres ont qu'à faire la même chose, et les pédopsychiatres en particulier, il n'y a pas de raison. Eh bien oui, mais en fait, c'est compliqué, là aussi, c'est compliqué, c'est que en réalité, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Et ça nous pose problème tous les jours. Alors, à la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on a eu un débat à l'Assemblée générale l'année dernière, faut-il ou non prescrire du tertian? Donc, si vous êtes dans le milieu hospitalier, sans arrêt, vous voyez des patients qui ont du tertian, qui ont du si-besoin, etc., etc. Il n'y a aucune donnée scientifique qui étaye la prescription de tertian chez les enfants et les adolescents. Et donc, est-ce qu'il est légitime de faire cette prescription? Eh bien, il y a eu 2 professeurs de pédopsychiatrie, une qui était pour, l'autre qui était contre, ils ont discuté, eh bien, il y a un débat. Il y a un débat, et moi je suis contre, parce que, effectivement, comme on l'a dit, je suis professeur de statistique, alors moi bien sûr, j'aime bien quand les choses sont quand même un petit peu prouvées, oui, mais en fait, ça m'a fait réfléchir, je dois reconnaître que la collègue qui était pour, certains de ses arguments allaient dans ce sens, donc c'est compliqué, mais alors, je vais prendre un autre exemple, c'est les patients borderline, vous voyez tous à quoi je fais allusion, c'est-à-dire, c'est quand même arriver pour une tentative de suicide aux urgences dans le cadre d'un trouble borderline, pour les psychologues, tous les psys de la Terre, c'est quand même le truc le plus difficile qu'on a en général à gérer. Il faut prendre sur soi et s'engager. Et donc, bien sûr, les médicaments jouent un rôle extrêmement important là-dedans. Eh bien, la quasi-totalité des médicaments sont inefficaces ou font du mal aux patients borderline. Et récemment, il y a eu une étude en Finlande sur 13 000 patients borderline et on a regardé les médicaments qu'ils avaient dans la base de données de l'assurance maladie et s'ils étaient plus souvent hospitalisés, etc., etc., tous les médicaments conduisaient à ce qu'ils étaient plus hospitalisés. Et il y avait un seul médicament où c'était le contraire, c'était le méthylphénidate, la Ritaline. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est une étude avec des biais. Mais ça doit faire réfléchir. Ça doit faire réfléchir que tous les patients borderline que vous voyez qui sont hospitalisés, ils ont tous une tartine de médicaments. La plupart, je ne sais pas si ces médicaments sont utiles. Et les données de la science sont très embêtantes parce qu'elles sont fragiles, elles sont plutôt en défaveur de ces prescriptions, mais néanmoins, je serais très embarrassé de dire à mes collègues qui font les prescriptions qu'ils ont tort parce que si le patient a des troubles comportementaux, faut bien les gérer. Il faut bien les gérer. Alors on pourrait les gérer avec des thérapies. Et donc j'arrive à la 3e partie, les thérapies, le contexte des thérapies. Alors, si je n'aime pas les médicaments, j'aime parler. Et c'est normal, quand on est psy quelque chose, on aime parler. Si on fait ce métier, c'est qu'on aime parler. Et donc on pense que tous les gens aiment parler. Or, il y a des gens qui n'aiment pas parler. C'est pas leur truc du tout. Et ça nous énerve. Ça nous énerve et on dit, c'est pas normal, enfin, il n'arrive pas à verbaliser. Il n'arrive pas à verbaliser, il est handicapé, quoi. Il est handicapé s'il ne parle pas. Eh ben non.
Il faut accepter qu'il y ait des gens qui n'aiment pas parler. Voilà. Et je pense que de la même façon qu'on peut être embêté avec notre position par rapport, nous, aux médicaments, eh ben, nous devons nous interroger sur notre rapport à l'échange verbal. Et c'est pas qu'en psychiatrie, hein, c'est quelque chose de sociétal. Je prends en ce moment la question du consentement à la sexualité. Eh bien, pour consentir, il faut être capable de le dire. Eh bien, tout le monde n'est pas capable de consentir. Et alors, comment une femme ou un homme qui n'est pas capable de consentir s'engage à la sexualité aujourd'hui si le consentement est obligatoire? Alors, je sais bien que c'est pas possible de dire un truc comme ça, parce que du coup, alors comment on fait et que le consentement est obligatoire? Ben ouais, mais quand même. Enfin, moi je me pose la question. Pas pour moi, hein, c'est pas... Mais... Donc il y a quand même un truc... il y a quelque chose de... Il y a un peu un tabou derrière le fait, ben oui, l'humain parle, c'est fantastique, et nous, psy, c'est notre truc à nous de parler. Ben ouais, ben c'est quand même plus compliqué que ça. Alors, d'un autre côté, parler, ça fait du bien. D'abord, c'est une évidence sociale, le care, enfin, on fait ça tous les jours, vous rentrez chez vous, vous voyez votre conjoint, ça va pas, on va lui parler, on va dire, ben, comment ça va aujourd'hui, voilà, et en général, ça fait du bien. Et d'ailleurs même, on se parle à soi-même pour se faire du bien. Ça porte un nom, ça s'appelle l'endophasie, se parler à soi-même, on fait ça en permanence. Alors, j'ai appris récemment qu'en fait, je disais on fait ça souvent en permanence, non, pas chacun d'entre nous. Il y a des gens qui sont en endophase, c'est-à-dire ils ne se parlent pas à soi-même, ils ne peuvent pas se parler à soi-même. Et en fait, c'est pas rare. Ça concerne à peu près 10% de la population. Et d'ailleurs, quand nous on leur dit, ben, moi je me parle à moi-même, etc., ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Le truc n'existe pas. Le truc n'existe pas. Donc, parler, ça fait du bien, mais même en termes, si vous voulez, on peut même théoriser en termes biologiques hein, sur le fait que ça fait du bien, c'est que, et c'est le cas en thérapie, c'est que quand vous êtes en souffrance psychique, en fait, vous êtes en état de décohérence en général à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose, et ce quelque chose met en tension votre représentation du monde que votre cerveau fabrique, et cette tension fait que vous êtes en décohérence. Et parler, Daniel Vidlocher parlait de copensée, parler, ça aide au sujet à se reconstruire, à rentrer en recohérence dans sa construction du monde. Et il faut un certain temps, c'est pour ça que les thérapies, ça prend un certain temps. Donc parler, ça fait du bien. Mais parler, ça peut faire du mal aussi. Parler, ça peut faire du mal, et d'ailleurs, de mon point de vue, ce qu'il fait, la formation d'un thérapeute, c'est savoir quand il fait du mal, plus que comment il peut faire du bien. Alors, on peut faire du mal, pourquoi? Eh bien parce qu'une thérapie, c'est quand même une rencontre, et une rencontre, ça peut être violent. Voilà. La parole, ça peut faire beaucoup de mal, surtout quand on est dans un cabinet, en face à face, ou dans un groupe, où on tombe les masques, hein, parce que faire semblant, c'est ça qui nous protège du mal que peut faire une rencontre. Mais dans une thérapie, en principe, on ne fait pas semblant, et donc on peut se faire du mal. Et donc il y a des patients qui ne veulent pas de thérapie, parce qu'ils ont peur qu'on leur fasse du mal. Et souvent, des adolescents ne veulent pas de thérapie. Et c'est vrai qu'on se trouve très démunis, parce qu'on sait que c'est ça qu'il faudrait, et le patient ne veut pas, ben ouais, mais ça se respecte. Voilà, ça se respecte. On peut le travailler sur le temps long, ben dire d'accord, tu ne veux pas de thérapie, ça m'énerve, mais c'est ton choix. C'est ton choix. Moi, je vais quand même essayer qu'un jour tu changes d'avis, mais en attendant, ben d'accord. Ben donc en attendant, ben on peut prescrire un médicament. Et ça se discute. Ça se discute. Parfois, il y a des collègues qui disent « Ah ben non, il faut une thérapie, mais à la place, il a prescrit un médicament, c'est un scandale. » Ben pas forcément. Ça dépend de comment le patient se représente, son intimité psychique, et qu'est-ce qu'il attend de l'aide que je peux lui apporter. Ça se discute. Alors, choisir les thérapies. Alors, choisir les thérapies, d'abord, il y a qui va faire la thérapie. Alors, pour un psychiatre, c'est une vraie question, parce que les psychiatres veulent faire des thérapies. Alors, aujourd'hui, figurez-vous que ça se discute.
Ça se discute. Alors d'abord, il y a quand même un point un peu technique, c'est que si le psychiatre est prescripteur qui fait la thérapie, donc vous voyez, il est dans deux champs épistémiques différents. Alors ça peut être puissant, mais ça peut être compliqué aussi. Il faut savoir le faire, prescrire et être en thérapie en même temps. Donc c'est pas si simple que ça. Mais il y a la question de est-ce que c'est le rôle social du psychiatre que de faire des thérapies? Et aujourd'hui, comme on manque de pédopsychiatres, et qu'une thérapie ça prend du temps, que le psychiatre gagne plus d'argent que les autres psys quelque chose, et que du coup c'est peut-être plus coût efficace que ce soit les autres qui fassent les thérapies alors qu'ils sont formés à peu près aussi bien pour faire des thérapies, quelque part ça serait pas au psychiatre de faire des thérapies. Donc il y a un débat, et la tendance c'est plutôt de dire que oui, il ne faut pas que les psychiatres fassent des thérapies au sens thérapie structurée, c'est-à-dire une fois par semaine, etc., etc. Sauf une à deux fois, une demi-journée ou une journée par semaine, parce que le psychiatre a aussi besoin de trouver la profondeur des prises en charge, la complexité du psychisme, parce que à force de ne pas être confronté à la complexité du psychisme, on oublie, et beaucoup de nos politiques l'oublient effectivement, parce que ils ont envie de l'oublier et ils ne la voient pas. Donc oui, faire un peu de thérapie pour un pédopsychiatre, c'est bien, mais pas forcément tout le temps. Donc il y a un débat, mais c'est plutôt vers cette direction qu'on se place. Alors, néanmoins, c'est pas parce que le psychiatre ne fait pas de thérapie que le pédopsychiatre n'est pas thérapeute. C'est qu'en fait, même quand il est prescripteur, il est thérapeute. Il est thérapeute, bien entendu. Mais il n'est pas thérapeute comme un thérapeute qui s'engage dans une thérapie structurée. Ça n'est pas la même façon d'envisager une thérapie. Et pourquoi c'est différent? Parce que la consultation va être plus rare. Donc elle peut être plus puissante, parce qu'on ne va pas voir le patient une fois par semaine, on va le voir une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Et quand on voit un patient une fois tous les 3 mois, cette consultation, elle a un poids extrêmement fort, parce que la durée de la consultation est plus brève. Donc ça peut être encore plus fort, encore plus précieux, parce que comme on prescrit, on a un rapport avec le corps. Dans une thérapie, parler du corps, c'est important, surtout à un adolescent. Et puis parce qu'il y a la position d'autorité, parce que le médecin a une position d'autorité sociale et que cette autorité va jouer dans le soin thérapeutique. Alors, quelle thérapie? Alors là, bien sûr, c'est le gros mot, parce qu'il va falloir choisir. Or, derrière les thérapies, il y a des théories, il y a des techniques, et que c'est identitaire, et que, comme c'est identitaire, on considère qu'il y a le bien et qu'il y a le mal. Et alors, en fait, que dit la science sur quelle thérapie il faudrait donner? Puisqu'on s'est posé la question sur les médicaments, il faut bien se poser la question sur les thérapies. Alors d'abord, premier point méthodologique, c'est plus difficile d'évaluer une thérapie que d'évaluer un médicament. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est qu'un médicament est un soin industriel, c'est-à-dire qu'il est parfaitement reproductible. Une thérapie n'est pas un soin industriel. Industriel, ça ne veut pas dire que c'est mal. Il y a des antibiotiques, c'est industriel, ça sauve des vies. Mais vous imaginez bien que si tous les traitements sont reproductibles, c'est plus facile de les évaluer avec la statistique. Donc du coup, c'est plus difficile d'évaluer un traitement qui n'est pas industriel. Et en plus, dans une thérapie, l'effet thérapeute est plus important que quand vous prescrivez un antibiotique, où l'effet thérapeute est moins important. Il joue aussi. Quand on prescrit un antibiotique, il y a un effet thérapeute. Et quand on prescrit un médicament, un psychotrope, l'effet thérapeute est plus important. Et bien sûr, dans une thérapie, qui fait la thérapie, c'est bien sûr plus important. Alors, non seulement c'est plus difficile d'évaluer des thérapies, mais en plus, il y a moins d'argent pour le faire. Donc, du coup, l'évaluation des psychothérapies, c'est encore plus difficile en termes de savoir que l'évaluation des médicaments, où on a vu tout à l'heure que c'était difficile. Et donc, c'est être lucide et dire des choses qui sont sans conflit d'intérêt avec ce qu'on pense, nous, des thérapies, c'est vraiment, je dirais que c'est presque impossible. C'est presque impossible. Alors, d'un côté, il y a des choses qu'on peut dire, si vous avez une phobie simple, oui, faire une thérapie, une cure analytique à 3 séances par semaine pendant 5 ans, ça ne va pas être forcément la bonne idée, si c'est juste pour prendre l'ascenseur. Voilà. Et donc, oui, faire une TCC, d'exposition, etc., on est d'accord. Hein, donc, il y a quand même des choses que l'on sait, qui relèvent du bon sens et qui sont étayées par des données.
Néanmoins, de notre côté, en dehors de ces situations simples, mais c'est bien d'avoir des situations simples, c'est bien. De notre côté, la littérature aujourd'hui qui existe et qui commence à être mature, elle relativise beaucoup. Je cite un papier de Bruce Van Poel dans World Psychiatry de 2019, How Important Are the Common Factors, où il fait une revue de la littérature et on montre qu'en fait, l'alliance thérapeutique, l'effet thérapeute, l'accord sur les objectifs de la thérapie, c'est beaucoup plus important que la thérapie elle-même et que la technique utilisée dans la thérapie. Et qu'en fait, construire un thérapeute, c'est beaucoup plus que construire une thérapie, c'est construire un sujet qui va s'engager dans une rencontre qui va le mettre en tension et qui peut lui amener à faire du mal et du bien à la personne qu'il a en face de lui. Et c'est ça qu'on apprend dans une thérapie, en fait. Voilà. Mais ce que je vous dis là, je ne laisserai pas mes deux mains. Ce sont des articles qui disent ça. Alors, juste un dernier mot de conclusion. Médicaments, thérapie, on a l'impression que c'est clivé et que voilà. Alors il y a un papier qui vient de sortir et vous le connaissez tous parce qu'il est dans le dernier bulletin de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à laquelle vous êtes tous adhérents, bien entendu. Et donc c'est la pilule imaginaire. Donc il y a eu un essai randomisé, 3 bras, sur des étudiants anxieux. Un, c'est une prescription d'une pilule imaginaire. Donc je prescris une pilule et on sait très bien qu'elle n'existe pas. Donc le patient ne va pas la prendre, mais on lui prescrit. Il y a un placebo ouvert, c'est-à-dire, l'autre groupe, on prescrit un placebo en disant que c'est un placebo. Et puis il y a un groupe où on fait comme d'habitude. Eh bien, les deux groupes, placebo ouvert et pilule imaginaire, sont significativement plus efficaces que le groupe où on ne fait rien. Et il n'y a pas de différence entre le placebo ouvert et la pilule imaginaire. Alors, est-ce que la pilule imaginaire est un médicament ou une thérapie? À vous de décider. Et merci pour votre attention.